J'ai attrapé sur ma route ce livre que vous nous avez apporté, qui a été décisif pour vous, ou dont la lecture a été décisive, La force majeure de Clément Rosset. Clément Rosset, mort il n'y a pas si longtemps, à 78 ans, que vous avez rencontré deux fois. Ouais. À chaque fois, ça a été assez magique. En fait, il a écrit beaucoup de livres, je crois que je les ai tous lus, et c'est toujours la même idée, c'est que le monde est idiot. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul monde. C'est pas la peine de le dédoubler par des illusions, des hallucinations. Il y a le monde et il faut l'aimer tel qu'il est, en sachant qu'il est tragique. D'où une réflexion qu'il produit sur la joie. On n'est pas joyeux parce qu'il y a des raisons d'être joyeux. Sans objet. On peut tout à fait associer la conscience du tragique avec une allégresse dans la façon de vivre. Et donc la joie, elle est paradoxale. Et on est toujours joyeux malgré tout. On est joyeux malgré tout. On n'est pas joyeux parce que. Et j'ai trouvé que cette idée est d'une force incroyable, puisque même quand il vous arrive des choses terribles, désagréables, il reste que vous êtes vivant et que vous êtes présent au monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous retirer. Et la source de la joie, elle vient du fait qu'on est conscient d'être vivant. On est vraiment conscient d'être vivant. Quand je suis redescendu les Grandes Jorasses, j'étais pas peur. Pendant 3 jours, j'ai vraiment eu très peur tout le temps, j'ai eu peur. Ce qui ne m'était jamais arrivé en montagne. Et une fois qu'on sait qu'on est tiré d'affaire, on est en bas, quoi. une espèce de joie, mais de joie que j'avais jamais éprouvée. Comme ça plaît. On est fou de joie. Oui. On est fou de joie. Et il dit d'ailleurs une chose d'assez extraordinaire. Il dit, quand je retrouve la bonne page, il dit voilà, la joie est par ses définitions mêmes d'essence illogique et irrationnelle. Pour prétendre au sérieux et à la cohérence, il lui manquera toujours une raison d'être qui soit convaincante ou même simplement avouable et dissible. La langue courante en dit là-dessus beaucoup. La langue courante en dit là-dessus beaucoup plus long qu'on ne pense généralement lorsqu'elle parle de joie folle ou déclare de quelqu'un qu'il est fou de joie. Pareilles expressions ne sont pas seulement des images, elles doivent aussi être entendues à la lettre, car elles expriment la vérité même. Il n'est de joie que folle. Tout homme joyeux est nécessairement et à sa manière un déraisonnant. Incroyable. Et avant, il explique, vous l'avez vécu, ça, cet été. Il parle du paradoxe de la joie. L'alternative est ici simple et décisive. Et j'ajouterais qu'elle constitue à mes yeux, jusqu'à plus ample informée, la question la plus sérieuse dont ait jamais eu à connaître la philosophie. Ou bien la joie consiste en l'illusion éphémère d'en avoir fini avec le tragique de l'existence, auquel cas la joie n'est pas paradoxale, mais elle est illusoire, ou bien elle consiste en une approbation de l'existence tenue pour irrémédiablement tragique, auquel cas la joie est paradoxale, mais n'est pas illusoire. Évidemment, c'est le deuxième terme de l'alternative qu'il faut choisir. Évidemment, et parce qu'on veut une vraie joie. Et paradoxal, vous, les paradoxes, ça fait partie, c'est toujours cette histoire de frontière, de limite. Pour vous, le paradoxe, c'est une sorte de tension, de contraction du sens qu'il faut Mais oui, le paradoxe, c'est ce qui nous fait sortir des convictions. C'est quand quelque chose vient vous montrer que vos convictions mènent à une impasse, que la pensée se met à s'activer. Autrement dit, les paradoxes, c'est le combustible de l'intellect. Sans paradoxe, on parcourt des cercles vicieux. Et le paradoxe, c'est ce qui nous fait sortir de la circularité de la pensée. Et donc le paradoxe, c'est quelque chose qu'il faut distiller dans l'enseignement. C'est la pédagogie par le paradoxe. Et la physique, pour ça, c'est très commode, puisque la physique, même la physique classique, la physique moderne qui naît au XVIIe siècle, c'est une physique qui est intrinsèquement paradoxale. C'est-à-dire c'est une physique dont les principes contredisent l'observation, que pourtant ils expliquent. Par exemple, si vous faites tomber une grosse pierre en même temps qu'une plume, vous voyez que la grosse pierre tombe plus vite que la plume. Ça, c'est l'observation. Mais Galilée dit, si l'expérience se faisait dans le vide, les deux objets tomberaient à la même vitesse. Ce qu'à son époque, personne n'a jamais vu. Donc il énonce une loi qui contredit l'observation. Et là, on se dit, tiens, est-ce que ça veut dire que pour comprendre l'observation, il ne faudrait pas trouver des sortes de stratagèmes intellectuels pour faire en sorte que le monde ne décoïncide avec ce qu'il nous montre. On fait un pas de côté pour s'armer conceptuellement et l'interroger ensuite avec de nouvelles armes qui permettent de mieux comprendre les lois qui le régissent. C'est ce mouvement que je trouve génial dans l'histoire de la physique. Et que Clément Rosset préconise, parce que quand il dit se satisfaire de ce qu'on a,
de ce que l'on a et le prendre pour ce qu'il est. Le réel comme une... C'est un petit écart avec Clément Rosset, c'est que justement le monde tel qu'il est, il n'est pas pédagogue de lui-même. Oui. Et donc pour le comprendre, il faut faire un pas de côté dans un autre monde, en l'occurrence celui des lois mathématiques, qui sont celles que la physique utilise, pour revenir armé autrement que la simple observation. Et donc il y a une sorte, c'est pas forcément aller dans un monde parallèle, mais c'est faire un pas de côté par rapport au monde empirique. Alors, dernière obsession de Étienne Klein, c'est le rapport au temps. Est-ce que le temps a une vitesse ? Si vous me posez la question, c'est que vous savez que non. Parce qu'une vitesse, déjà, si on prend simplement la définition, une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. La vitesse d'une voiture, c'est la distance qu'elle parcourt divisée par la durée du parcours. Donc on divise une longueur par un temps. Bon. Donc la vitesse du temps, on divise du temps par du temps. En fait, dire que le temps a une vitesse, ça voudrait dire que le temps change son rythme d'écoulement par rapport à son rythme d'écoulement. Ça n'a pas de sens. Vous pouvez toujours dire que le temps avance de 24 heures toutes les 24 heures. Et vous serez bien avancé. Et la mort, le temps survit-il à la mort ? J'en sais rien. Et je suis même pas sûr de pouvoir vous répondre quand je serai mort. Peut-être qu'on se retrouvera ailleurs pour en parler pendant des heures. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ça ? Mais oui, mais c'est intéressant de savoir si cette illusion, si le temps est une illusion aussi. Pourquoi pas ? Si tout s'arrête quand l'éternité arrive. Alors il se peut qu'il soit une illusion, il se peut qu'il n'existe pas, mais il faut alors expliquer d'où vient qu'on a une conscience si forte du temps qui passe. Il ne suffit pas de dire qu'il n'existe pas pour que la question du temps soit résolue. Et en tout cas, la nôtre, malheureusement, elle se résout maintenant parce que notre entretien touche à sa fin. Vous êtes en train de me dire que la finitude temporelle de cette émission vient de résoudre une question métaphysique qui se pose depuis plusieurs millénaires. Mais j'avais cette ambition et je suis pense heureuse. Que cette émission est lancée pour l'éternité. Merci Étienne Klein d'avoir accepté notre invitation. On vous donne rendez-vous dans nos pages du Figaro et dans une prochaine émission de Libre à vous. Merci Étienne Klein.